Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler MotoGP, pour faire un nouveau bilan de la saison 2021 de MotoGP. Une nouvelle équipe sur le grid, mais avant tout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Et n'hésitez pas également à réagir dans le commentaire, à noter l'équipe Pramac, parce que c'est l'équipe dont on va parler aujourd'hui. Comme d'habitude, on fera le bilan global, le duel des qualifs, et puis on parlera de chacun des pilotes. Et en fin de vidéo, les enjeux pour la saison 2022 pour cette équipe. Pramac, premier team indépendant. Ils ont fini 4e du championnat par équipe avec 288 points. C'est 105 points de gagné et une place de mieux que l'année dernière. Et c'est surtout un titre important, le titre indépendant. Et c'est vrai que l'année dernière, ils avaient été un peu inconstants, ils l'avaient raté pour pas grand chose. Ça avait été un petit peu décevant de ce côté-là. 8 podiums pour une victoire, 5 pole positions, 7 abandons. 24 chutes qui représentent 9% des chutes, des 278 chutes et accidents qui se sont déroulés en 2021, et une note de 15 sur 20, c'est bien meilleur qu'en 2020, où ils avaient eu un souci en 2020 du côté de chez Pramac, c'est qu'il y avait eu un énorme manque de régularité dans cette équipe. C'est-à-dire que on a vu un Jack Miller qui avait fini en trombe, on avait eu un Pecco Bagnaia qui avait eu 2-3 courses vraiment bonnes, mais ça avait été assez inconstant. Et là, c'était pas dit parce qu'il prenait Jorge Martin, pilote neuf, il prenait Johann Zarco, qui certes s'était bien relancé chez Amintia, qui connaissait un petit peu la Ducati, mais pas forcément la Ducati nouvelle génération, il connaissait une Ducati un peu plus ancienne, donc ça peut avoir des soucis. Ça veut dire un changement des deux pilotes. Donc retrouver des automatismes de travail qui étaient très importants avec Jack Miller, qui était là depuis de nombreuses années, et avec Pecco Bagnaia qui est italien, et je rappelle c'est quand même un team italien, donc il y avait vraiment des facilités avec ces deux pilotes-là. Donc pas forcément évident. Le seul souci, c'est pour ça que je ne mets pas plus que 15 sur 20, j'aurais pu mettre plus que 15 sur 20, c'est qu'on a eu un duo de pilotes performants, mais pas au même moment. C'est-à-dire que Jorge Martin a eu un trou pendant le début de l'été, là où Zarco était très fort encore. Il a réussi à revenir en fin de saison quand Zarco a à un moment disparu des radars. Bon, ils ont plutôt bien fini sur les 2 dernières courses ensemble, mais il y a eu des écarts de performance entre les deux. Et il y a encore peut-être un peu trop d'abandon. Hein. Cet abandon, c'est quand même peut-être encore un petit peu trop important, mais vraiment une bonne saison. Voilà. Le seul reproche qu'on peut leur faire du côté de chez Pramac, c'est un manque de constance entre les deux pilotes, mais il faut quand même dire que d'un côté, ils ont dû faire quand même aussi avec un Jorge Martin qui a été blessé sur une saison de débutant. C'est toujours très compliqué à gérer. Et avec un Johann Zarco qui a tenté des choses, qui s'attendait peut-être pas à être aussi haut également dans le classement après une première moitié de saison. Et c'est vrai qu'il a eu une deuxième moitié de saison beaucoup plus compliquée, Johann Zarco, mais on reviendra là-dessus. Du côté des qualifications, vous avez donc Johann Zarco qui est battu par Jorge Martin 6-9, en sachant que j'ai compté le Portugal parce que je suis très méchant et très chauvin pour Jorge Martin, en sachant que voilà, il a ni fait la qualif du Portugal, ni fait la course du Portugal. Je l'ai compté, mais c'est malhonnête de ma part, hein, on va dire. Et du côté de la bagarre avec Tito Rabat, on est à 2-0, parce que je rappelle que Tito Rabat a fait 2 courses pour Pramac. On a eu également Pirot, mais je ne pouvais pas noter tous les pilotes à un moment, je dois faire des choix. Du côté de la course, Zarco est devant Jorge Martin 9-5, avec de nouveau... là, il y a un match nul avec le Portugal, vu que Zarco était tombé. Et on a 2-0 pour Zarco face à Rabat du côté des courses. On passe à Johann Zarco. 14 sur 20 pour Johann Zarco, 7e du championnat du monde, pas 7e, pardon, 5e du championnat du monde avec 173 points. Pourquoi j'ai mis 7e? J'étais bourré, dis donc, ce jour-là. Un championnat qui n'a pas été si facile que ça, hein, pour Johann Zarco, assez régulier. C'est quand même 2 places de mieux, 41 points
Alors 2 places de mieux, je me suis peut-être gouré aussi, mais c'est quand même beaucoup mieux que les années. Voilà, il a bien fini 5e, hein, je me suis pas gouré en plus au niveau des points, avec 173 points, et c'est vrai que c'est mieux, et c'est pas 2 places de gagné, c'est 8 places de gagné par rapport à la saison précédente. J'étais bien bourré hein, quand j'ai fait cette vidéo-là, dis donc, quand j'ai écrit cette vidéo-là. 4 podiums, une pole position du côté de Zarco. Pas de victoire, c'est ce qui manque un petit peu à sa saison. 3 abandons et puis une moyenne à 6,27 en course, moyenne à 5,22 pour les résultats de qualification. Du côté de Zarco, je peux pas mettre plus en fait en termes de notes. C'est la même note que l'année dernière, hein, pour Zarco, parce qu'il y a une grande irrégularité pour Zarco cette année. Pendant l'été. Il fait un énorme début de saison. C'est-à-dire vraiment son début de saison à Johan, vous voyez, si vous enlevez l'abandon du Portugal, c'est vraiment un excellent début de saison jusqu'en Styrie. Ça se passe bien. Et puis après, il y a eu un trou noir entre l'Autriche et les États-Unis, 2 abandons, un résultat hors des points et pas un top 10 à ce moment-là. Et ça a été compliqué à gérer, je pense, mentalement. Ce qui est intéressant quand même avec Johan Zarco, c'est qu'il s'est refait la cerise en fin de saison. Et puis en plus, c'est au même moment où Jorge Martin est quand même très fort. Il n'a pas totalement dominé Jorge Martin non plus. C'est-à-dire qu'il y a eu un duel assez équilibré entre les deux quand Jorge Martin était au top de sa forme. Mais c'est une très bonne saison. C'est une bonne saison. C'est une saison correcte. Voilà. Ce qui est dommage, c'est ce manque de constance. Mais encore une fois, il l'a dit en interview, il a tellement voulu chercher la victoire à un moment qu'il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. Et ce qui fait qu'il a eu cette fin d'été compliquée. Il a cherché la victoire à tout prix, ce qui était peut-être une erreur. Mais c'est vrai qu'à un moment, on a cru en début d'été que ça serait l'adversaire numéro 1 de Fabio Quartararo. Hein. Et il finit quand même dans le top 5 du championnat. C'est-à-dire que malgré on va dire, ses erreurs, malgré ce manque de constance, malgré le fait qu'il n'ait pas gagné une course, il finit quand même dans le top 5. Et il y a une belle fin de saison aussi, ces 3 dernières courses, où il prend moins de risques, plus régulier. Ça, c'est très intéressant. Voilà, il s'est emballé. Ce qui est assez incroyable, c'est que c'est fait presque... on a presque l'impression que c'est un manque d'expérience pour Johan Zarco, alors que c'est un pilote qui est quand même expérimenté, que ce soit en MotoGP ou même en Moto2, qui sait gérer un championnat du monde. Hein, il nous l'a montré en Moto2. En n'étant pas forcément le plus rapide, il marquait des points. Et il était quand même pas mal régulier en Moto2. Mais voilà, ça a été une erreur. Je dirais pas que c'est une erreur de jeunesse, mais quand on a quasiment 30 balais, c'est difficile à dire une erreur de jeunesse quand même. Voilà, au bout d'un moment. Donc c'est une saison qui va lui apporter beaucoup pour l'année prochaine. Par contre, est-ce qu'il sera en capacité de faire aussi bien l'année prochaine et est-ce qu'il arrivera à être devant Jorge Martin? Ce n'est pas sûr parce que le pilote espagnol a été très performant. Jorge Martin, 15 sur 20. 14 Grands Prix seulement pour Jorge Martin cette année, comme Marquez. 9e du championnat du monde avec 111 points, une victoire, 4 podiums, 4 pole positions, 7 top 10, 10 top 15, 4 abandons. Et premier pilote débutant, j'ai mis 15 sur 20. Il y a un énorme rythme chez Jorge Martin. Il y a vraiment une énorme vitesse de pointe. C'est-à-dire, il a une vitesse pure qui est assez exceptionnelle, Jorge Martin. Il y a un manque d'expérience, mais parce que aussi dans les catégories inférieures, il a pas mal été blessé. Il a pas mal raté de Grand Prix, quand même, Jorge Martin dans sa carrière. Donc même s'il a, je sais pas si c'est 4-5 saisons dans les pattes, au final, il a beaucoup moins que ça, réellement. Il a dû faire face à une grosse blessure, ce qui est vraiment pas facile. Quand vous vous blessez au bout de 3 courses, c'est pas évident quand même, au niveau moral, au niveau mental. Et il a dû gérer, ça a été une première difficulté dans sa saison. Mais sa deuxième partie de saison est meilleure que celle de Johan Zarco. C'est-à-dire quand il a retrouvé le rythme, il a été bon. Et contrairement à Franco Morbidelli, par exemple, qui a été en difficulté lors de sa reprise, il a eu une grosse blessure, mais il a bien réussi à s'en remettre. C'est-à-dire que tout le protocole mis en place pour récupérer
du niveau physique et surtout revenir, ça a été très bien réalisé par son entourage, par lui-même, par son kiné, par toute son équipe médicale. Et ça, c'est intéressant, parce qu'il sait que maintenant, même s'il a une blessure, 3-4 courses, bam, quand il revient, il sait comment faire pour revenir. Ce que n'a pas réussi Marc Marquez, ce que n'a pas réussi Franco Morbidelli. Et ça, c'est fort. Et ça, c'est très intéressant. Dommage aussi, ces 4-5 grands prix en moins et peut-être un peu trop d'irrégularité, parce que la bagarre avec Bastianini, elle s'est jouée jusqu'à la dernière course, et jusqu'à la dernière course, il n'était pas dans le top 10 du championnat du monde. Ça s'est vraiment joué sur le dernier Grand Prix. Et moi je dis toujours, même si vous êtes meilleur débutant, si vous n'êtes pas dans le top 10, ce titre-là a quand même moins d'impact. Vraiment. Mais moi j'ai bien aimé sa saison à Jorge Martin. Bon, vous savez bien, j'ai adoré Bastianini. Bon, voilà. Mais s'il n'y avait pas eu Bastianini, j'aurais dit chapeau, oui, mon meilleur pilote débutant, ça va être Jorge Martin. Il y a eu Bastianini. Et moi, j'ai trouvé que Bastianini, il y avait un peu plus de régularité, il y avait aussi une machine moins performante pour lui, dans une équipe moins performante aussi, et que c'était fort ce qu'il avait fait à Bastianini. Mais Jorge Martin, le rythme pur, il l'a, hein, parce que l'épaule, il les a claqués, et puis il les a bien claqués, hein. Parfois, surtout quand on compare aux autres pilotes Ducati. Donc chapeau de ce côté-là, trouver un petit peu de constance encore, et là il y aura une bagarre pour le titre à faire avec Bastianini, peut-être dans 2-3 ans. On verra ça face à Fabio, on espère, et Johan Zarco. Et Banaya aussi. On termine avec Tito Rabat. Tito Rabat, il a fait 2 courses. 27e avec 1 point au championnat du monde. Il a fait l'Espagne où il a fini 18e et la France où il a fini 15e. J'ai mis 14 sur 20. Pourquoi 14 sur 20, vous allez me dire? Parce que c'est vraiment pas simple de revenir. Il a bien dépanné. Il a fait quand même du bon travail. Et c'est pas facile de revenir, surtout dans le cas de Tito Rabat. Quand il a quitté la MotoGP, il s'est dit, je reviendrai jamais en MotoGP. Il y a une chance sur 1 million que je revienne en MotoGP. Donc c'est vraiment pas simple. Il est toujours aussi performant dans les conditions difficiles au Grand Prix de France, parce que c'était quand même pas évident le Grand Prix de France. Il faut se souvenir des conditions climatiques, et il fallait réussir à rester sur ses roues. Et ça, c'est quand même du haut niveau, ce qu'il a montré sur cette course-là, surtout qu'on ne peut pas dire qu'il ait fait une très grande saison en Superbike, notre Coco Tito Rabat. Mais c'est pas simple de revenir, on l'a vu avec plein de pilotes, Crutchlow notamment. Même si tu fais une courte pause, la MotoGP est tellement exigeante en termes de pilotage et physiquement, il y a un tel niveau dans cette catégorie. Je pense que le niveau en MotoGP est meilleur qu'en Formule 1. Donc vous êtes obligé d'être au top de partout. Et un Tito Rabat, c'était pas facile pour lui. Donc je trouve que voilà, avoir marqué 1 point, c'est vraiment bien et c'est vraiment du bon boulot qu'il a effectué. Enjeu 2022. Continuer sur la même lancée. Avec une Ducati qui semble encore plus performante. Je vais pas revenir sur ce que j'ai dit du côté de Ducati. Même si, encore une fois, Ducati a une moto qui est très performante, il y a un soutien technique quand même, parce que Pramac est la première équipe satellite, on va dire il y a une sorte de hiérarchie. Ça va pas être simple quand même pour Ducati de fournir 8 motos performantes et 8 motos fiables. C'est souvent là que le bas blesse quand on doit fournir beaucoup de moteurs en sport mécanique ou beaucoup de matériel à des équipes satellites. C'est la fiabilité. Et ça va être prépondérant. Martin devra être un peu plus constant pour 2022. Mais il devrait être plus constant parce qu'il a une saison dans les pattes, parce qu'il est plus expérimenté aussi. Donc ça va être, je pense, un peu plus facile. Et Zarco devra donc être très fort en 2022, plus fort qu'en 2021. Est-ce qu'il est en capacité d'être plus fort? On ne sait pas. Mais il a un adversaire de taille quand même. Et c'est un adversaire de taille pour peut-être un deuxième guidon Ducati si Jack Miller ne s'améliore pas. Ou peut-être, on ne sait pas, chez Suzuki. Parce que chez Suzuki, Rins, s'il ne s'améliore pas, à un moment, on va peut-être le jarter. Donc c'est très important pour ces deux pilotes-là de se montrer
aux yeux de Ducati, certes, mais aussi aux yeux de d'autres équipes. On ne sait jamais si Morbidelli n'est pas performant chez Yamaha, il y aura peut-être une place à prendre chez Yamaha. Il y a, pour les deux, là, c'est une saison qui est quand même assez importante et assez intéressante. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à noter même les pilotes ou la saison de cette équipe, ou à commenter. Je dis toujours les commentaires, vous le savez bien. N'hésitez pas donc à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, notamment sur les réseaux sociaux. Nous, la prochaine vidéo, ça sera Suzuki pour le prochain rendez-vous de ces bilans MotoGP 2021. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.